Il pleuvait ce jour-là, pas comme une bénédiction, mais comme un avertissement que tout allait basculer. Quand Ebuka rentra chez lui, son père n'était plus là. Mais il avait laissé une lettre. Et ce qu'elle contenait allait détruire toute la famille. Lago, quartier de Mussin, 5h32 du matin. Ebuka se réveilla avec cette sensation qu'on ne peut jamais expliquer, mais que tout le corps ressent, quelque chose s'est cassé dans l'univers. Le silence dans la maison n'était pas normal. Pas à Mussin, pas dans ce quartier où les coqs chantent, les enfants pleurent et les klaxons se disputent la lumière de l'aube. Il traversa le couloir en chaussettes, notant que la porte de la chambre de son père était entr'ouverte. C'était étrange, papa n'oubliait jamais de fermer. Sur le lit, rien. Juste une feuille soigneusement pliée, placée sur l'oreiller. Une lettre. Son nom était écrit à l'encre noire. Ebuka. Il l'a lu. Et chaque ligne frappait comme une gifle. Je pars. Je ne suis pas celui que tu crois. Tu comprendras bientôt. Tu es l'aîné maintenant. Protégez votre mère. Dis à ta sœur de ne pas chercher à comprendre. Si tu lis ceci, j'ai déjà franchi la frontière. Il y avait un mot raturé. Un mot qui aurait tout expliqué. Mais il avait été rayé avec rage. Ebuka chancela. Ce n'était pas un simple départ. C'était une fuite. Et pour fuir quoi? Ou qui? Son père, l'ancien professeur respecté, pilier de la communauté, avait disparu comme un voleur. Au début, Ebuka fit ce que tout homme de 28 ans ferait dans une situation trop grande pour lui, il nia. Il jeta la lettre, appela des amis, se dit que c'était sûrement un coup monté, une erreur. Il s'agrippa à l'idée que son père allait revenir comme toujours. Avec du pain sous le bras, en râlant sur la pluie. Mais les jours passèrent. Puis une semaine. Puis 2. Et maman s'éteignait à vue d'œil. Elle ne mangeait plus. Ne parlait plus. Sa petite sœur Ada pleurait dans son sommeil. Les dettes commencèrent à tomber comme la pluie d'harmattan. Un soir, alors qu'il cherchait des papiers de son père dans une vieille malle, Ebuka tomba sur un carnet secret, rempli de noms. Des codes. Des comptes bancaires. Et une photo. Une photo d'un homme abattu par la police lors d'une manifestation d'étudiants à Zaria, mais l'homme sur la photo était le portrait craché de son père. Même sourire. Même regard. Sauf que la photo datait de 1992. Et que, selon tous les papiers d'État, son père était né, en 1970. Ton père n'est pas ton père, dit une voix derrière lui. C'était l'oncle Shibuzo, un homme dont il ne connaissait que le nom, jamais invité au mariage, toujours absent aux enterrements. Il t'a menti. Il s'appelait Obina, pas Joseph. C'était un activiste. Il a trahi ses camarades. C'est pour ça qu'il a disparu. Et maintenant, son passé vous rattrape tous. Ebuka comprit que sa vie venait d'exploser. Il ne pouvait plus rester. Il ne pouvait plus attendre. Quelque chose de beaucoup plus grand que lui, une vérité enterrée depuis des décennies, était sur le point de refaire surface. Il rangea la lettre, le carnet, et la photo dans un sac plastique. Et quitta la maison. Pas pour aller travailler. Mais pour retrouver un fantôme. Un père. Un traître. Un héros brisé. Peut-être tout à la fois. Et la route qu'il s'apprêtait à prendre ne pardonnerait aucun faux pas. Ces mots, inscrits au stylo rouge sur la dernière page du carnet de son père, étaient devenus une obsession pour Ebuka. Il les relisait sans cesse dans les bus surchauffés, sous les lampadaires clignotants, sur les trottoirs jonchés de rêves écrasés. Chaque fois qu'il pensait en saisir le sens, la vérité s'échappait encore plus loin, comme une ombre malicieuse. Ebuka avait quitté Mussin. Il avait laissé derrière lui la maison familiale, les factures non payées, les regards tristes de sa mère. Son seul repère désormais, c'était ce carnet. Il suivit les indices comme un aveugle tenant la main d'un menteur. Premier arrêt, Kaduna. Il y trouva un ancien contact de son père, un certain Malam Idriss, vieux libraire dont la boutique sentait l'encre fanée et la peur. L'homme, silencieux, le conduisit dans l'arrière-salle, sans un mot. Il ouvrit une trappe cachée sous le tapis poussiéreux. Un journal audio. Une voix rauque, tremblante, résonna.
Si tu entends ceci, Ebuka, alors ils m'ont retrouvé. J'ai fait des choses que je ne suis pas fier de faire. J'ai trahi des frères. J'ai vendu des noms pour sauver votre vie. Mais on ne négocie jamais vraiment avec le diable. Il revient toujours chercher ce qu'il a donné. La cassette s'arrêta brutalement. Et derrière lui, Malam Idriss sanglotait. Cette nuit-là, alors qu'il dormait dans un hôtel bon marché, on frappa à la porte. 3 coups. L'un. Ebuka n'ouvrit pas. Il écouta. Rien. Puis, un souffle près de la fenêtre. Il sortit son téléphone pour allumer la lampe. Et vit, gravé sur le miroir embué. Obinna doit payer. Son sang ou le vôtre. Il recula. Le miroir était à l'intérieur. La menace venait de l'intérieur. Quelqu'un avait été là. Il aurait pu revenir. Il aurait pu fuir. Mais ce fut Ada, sa sœur, qui l'appela ce matin-là, avec une voix étranglée. Ils sont venus à la maison, Ebuka. Des hommes en uniforme, mais sans insigne. Ils ont posé des questions sur papa. Et, ils ont emporté maman. Ebuka sentit son ventre se vider. Il avait réveillé une guerre qu'il ne comprenait pas encore. À Abuja, en cherchant d'anciens collègues de son père, il rencontra une femme nommée Nena, une journaliste d'investigation qui avait tenté de publier un dossier sur le programme Phoenix, un réseau gouvernemental clandestin formé dans les années 90 pour identifier et neutraliser les activistes radicaux. Elle reconnut le nom Obinna. Ton père était une légende, jusqu'à ce qu'ils les vendent tous. Le drame, Ebuka, c'est qu'il ne l'a jamais fait pour l'argent. Il l'a fait pour toi. Ils avaient mis ta tête en jeu, à 5 ans. Elle lui montra une photo. Un enfant couvert de bandages. Ebuka a 5 ans. Il ne s'en souvenait pas. Ils avaient mis une bombe sous ta chaise d'école. Il les a livrés. Tous. Pour toi. Ebuka, abasourdi, comprit enfin, son père n'avait pas fui par lâcheté, mais par sacrifice. Et les gens qui l'avaient trahi, étaient toujours vivants. Organisés. En colère. Il ne voulait pas juste la vérité. Il voulait le fils du traître. Assis sur un banc près de la mosquée nationale, Ebuka regardait la ville s'allumer, pendant que dans sa poche, son téléphone vibrait. Un message anonyme. Si tu veux revoir ta mère vivante, viens seul à Onitsha. Marché central. Minuit. Il leva les yeux au ciel. Les étoiles semblaient absentes. Il avait franchi la frontière. Il n'y avait plus de retour possible. Le message vibrait encore dans la tête d'Ebuka alors qu'il marchait au ralenti entre les étals vides du marché central. Les rideaux de fer cliquetaient au vent, les restes de nourriture pourrissaient dans les coins, et une odeur d'essence et de peur flottait dans l'air. Il n'avait pas peur de mourir. Mais il redoutait ce qu'il allait découvrir. Il atteignit le point de rendez-vous, un entrepôt désaffecté, peint aux couleurs effacées du gouvernement local. La porte grinça. Une lampe torche s'alluma. 3 hommes masqués. Un 4e, à visage découvert, oncle Chibuzo. Tu n'étais pas censé venir aussi loin, Ebuka, dit-il sans émotion. Ton père, lui, avait compris quand s'arrêter. Mais toi, tu veux jouer au héros. Ebuka ne bougea pas. Où est ma mère? Ta mère est en sécurité. Pour l'instant. L'un des hommes masqués plaça une tablette entre eux. Une vidéo s'ouvrit. Maman. Ligotée à une chaise. Amaigrie. Vivante. Ebuka tomba à genoux. Mais il se releva presque aussitôt. Quelque chose dans la posture de Chibuzo lui fit comprendre, il n'était pas là pour négocier. Chibuzo parla. Longtemps. Trop longtemps. Il raconta comment lui et son frère, Obinna, avaient créé un réseau de résistance dans les années 90. Comment Obinna, sous la torture, avait donné les noms. Mais il n'avait jamais trahi Chibuzo. C'était Chibuzo lui-même qui avait vendu Obinna. Par jalousie. Parce qu'Ebuka n'était pas le fils d'un traître. Il était le fils d'un héros. Ton père est mort en martyr, Ebuka. J'ai inventé le reste pour me justifier. Et parce que je voulais qu'on t'efface aussi.
Ebuka sentit la rage lui monter au visage. Mais il ne fit rien. Pas encore. Ils le traînèrent dans une pièce sans fenêtre. Lui lièrent les mains. Le laissèrent seul. Dans le noir. Une voix résonna. Pas réelle. La voix de son père. Ce que tu fais maintenant, Ebuka, détermine qui tu seras. Pas qui j'étais. Pas qui Shibuzo est. Toi. Il se rappela le carnet. La cassette. Le miroir embué. Il se rappela Ada, leur maison, sa mère cuisinant du moi-moi à la lueur d'une bougie. Et il sut. Il devait survivre. Il devait s'échapper. Et il devait raconter. À l'aube, Ebuka fit semblant de dormir. Un des gardes, seul, entra avec de l'eau. Ebuka le frappa avec le plateau métallique. Bondit vers la sortie. Se cassa 2 doigts en ouvrant la trappe de ventilation. Mais il sortit. Il courut comme un animal traqué. Il saigna. Il hurla. Il atteignit une route. Un bus. Un téléphone arraché à un vendeur. Il appela Nena. Je sais la vérité. Je sais tout. À l'autre bout du fil, Nena pleurait. On a intercepté un document confidentiel, Ebuka. Ton père n'est pas mort. Il est en prison. Au fin fond du Nord, sous un faux nom. Ils l'ont gardé caché. Parce qu'il sait trop. Ebuka tomba à genoux sur le bas-côté. Tout ce qu'il croyait perdu était encore vivant. Et désormais, il devait aller jusqu'au bout. Ebuka n'avait jamais vu autant de sable. Pas le sable chaud et doux des plages, non. Celui-là était sale, collant, porté par le vent sec du Sahel, coupant la peau comme des lames invisibles. Le bus qui l'avait conduit jusque-là était reparti sans même attendre son pied au sol. Il n'avait qu'un sac, 3 mots griffonnés par Nena sur un papier chiffonné. Président Yancy. Secteur C. Nom de code, Papa Alpha 79. Et une adresse. Un endroit qui n'existait officiellement pas. Il marcha 6 kilomètres dans la poussière. Aucun panneau. Juste des mirages de bâtisses effondrées et des bruits de drones au loin. Puis un portail rouillé. Un mirador abandonné. Et au milieu, un bunker. Béton épais, peint en camouflage. Des câbles couraient jusqu'à une antenne satellite. Un homme surgit de l'ombre. Grand. Silencieux. Militaire. Identité? Ebuka tendit le papier. L'homme le lut. Le fixa. Puis fit un signe. 2 minutes plus tard, une porte s'ouvrit. Un escalier descendait dans le sol. Le couloir était éclairé par des néons verts qui faisaient trembler l'air. Au fond, une cellule. Et à l'intérieur, un homme maigre, aux cheveux gris, assis contre le mur. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils se posèrent sur Ebuka. Ils clignèrent. Et puis, très doucement. Et tu es venu. Ebuka sentit ses jambes plier. Il ne pouvait pas parler. Il n'avait jamais vu ce visage. Mais il l'avait toujours porté en lui. Son père. Obina. Vivant. Obina parla pendant 2 heures. De son arrestation secrète en 1994. Du simulacre de procès. De la prison souterraine, sans nom, sans jugement. De la torture. Du silence. Ils m'ont effacé, Ebuka. Pas pour ce que j'ai fait. Mais pour ce que je savais. Le gouvernement, le réseau Phoenix, Shibuzo, tout ça n'était qu'une toile. J'étais un fil. Ils ont tiré. Je me suis brisé. Ebuka, les larmes brûlant ses joues. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Parce que tu aurais porté ma croix. Et ce monde est trop injuste pour les fils des martyrs. Un garde entra, visiblement tendu. Vous devez partir maintenant. Des agents sont en route. Ils savent que vous êtes là. Ebuka se tourna vers son père. Je ne pars pas sans toi. Et tu n'as pas le choix, Ebuka. Mais Ebuka dégaina un outil en plastique que Nena lui avait remis. Une clé électronique universelle. Il força la serrure. Obina,
affaibli, chancela. Ebuka le soutint. Ils sortirent dans le couloir. Une alarme hurla. Des tirs. Des cris. Ebuka couvrit son père avec son propre corps. Ils coururent dans le désert, jusqu'à une carcasse de bus. Il y avait une moto, cachée sous une bâche. Un cadeau de Nena. Une dernière carte. Sur la route poussiéreuse, la moto fendait la nuit. Le vent fouettait les visages. Derrière lui, son père murmurait. « Je t'ai vu mourir dans mes rêves, Ebuka, et maintenant tu me sauves dans la réalité. » Ebuka accéléra. Son regard était fixe. Il avait brisé les chaînes. Il avait traversé la nuit noire de l'âme. Et l'aube approchait. Ebuka ouvrit les yeux dans une grange abandonnée à la frontière de Nasarawa. Le jour n'était pas encore levé. Mais la douleur, elle, était là. Son père dormait à ses côtés, couvert d'une couverture déchirée. Il respirait lourdement, comme si chaque souffle était une dette contractée. Dans un coin de la pièce, un vieil écran télé poussiéreux. Une cassette insérée. Automatique. Un visage apparut. Nena. Son image brouillée. Son regard figé. Mais ce qu'elle dit fit trembler l'air autour d'Ebuka. Ebuka, écoute-moi bien. Si tu regardes ceci, c'est que j'ai échoué. Chibuzo a tout repris. Phoenix a réactivé son réseau. Les anciens agents sont à nouveau en poste. Et il y a quelque chose que tu dois savoir, ta mère n'a jamais été enlevée. Le sol sembla se dérober. Nena poursuivit. Elle est complice. Depuis le début. C'est elle qui a trahi ton père. C'est elle qui a caché son arrestation. Et c'est elle qui a demandé à Chibuzo de t'envoyer dans ce piège, pour que tu ne découvres jamais la vérité. Ebuka n'arrivait pas à respirer. Non. Pas maman. Pas elle. Mais tout faisait sens maintenant, son silence, son regard fuyant, sa soudaine fragilité. Elle n'était pas brisée. Elle jouait son rôle. Alors qu'il sortait en titubant, une silhouette l'attendait près d'un arbre. Un homme âgé, vêtu d'un boubou blanc. Il ne dit pas son nom. Juste. On m'appelait le scribe. J'étais chargé d'effacer ton père de l'histoire. Mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai archivé, Ebuka. Parce qu'il avait un fils. Et qu'un jour, ce fils chercherait la vérité. L'homme lui remit une clé USB et une adresse, une station radio pirate cachée dans les collines du plateau. C'est là que tu feras ton choix. Diffuser. Ou disparaître. À la station, les murs étaient couverts d'affiches interdites, de cartes militaires, de câbles rouges et noirs qui serpentaient comme des veines sur le béton. Obina, debout à ses côtés, tremblait. Mais ses yeux étaient clairs. Ebuka inséra la clé. L'écran afficha une vérité brutale, des vidéos de réunions secrètes, des documents falsifiés, des enregistrements vocaux. La preuve que le réseau Phoenix n'avait jamais été dissous. Qu'il avait simplement changé de nom. Et qu'au sommet du conseil, siégeait Chibuzo. Mais aussi, sa propre mère. La station ne permettait qu'un seul tir de feu, 15 minutes de diffusion avant d'être localisée. Ebuka prit le micro. Sa voix tremblait au début. Puis se raffermit. Je m'appelle Ebuka Nwachukwu. Je suis le fils d'un homme qu'on a enterré vivant. Je suis le fils d'une femme qui a vendu son nom pour du silence. Et je vous parle aujourd'hui parce que la peur n'a plus de place dans mon cœur. Il raconta tout. Chaque nom. Chaque trahison. Chaque cicatrice. Et les ondes portèrent sa voix jusqu'à Lagos. Abuja. Enugu. Port Harcourt. Pendant qu'il parlait, les réactions affluaient déjà. Des militaires posaient les armes. Des manifestants envahissaient les rues. Les visages masqués tombaient. Les complices se dénonçaient. Et quelque part, dans une villa de Lekki, une femme brisa un miroir d'un coup de poing. La mère d'Ebuka. Quand les forces spéciales firent irruption, il n'était plus là. Ni lui. Ni Obina. Ils avaient déjà repris la route. Pas pour fuir. Mais pour finir ce qu'ils avaient commencé. La vérité était en marche.
Et personne ne pourrait l'arrêter désormais. L'air avait changé. Le Nigeria entier vibrait. Les ondes, les réseaux sociaux, les rues, tout parlait d'Ebuka Nwachukwu. Le fils du fantôme. Le fils du traître devenu justicier. Le témoin qui avait réveillé les morts. Mais Ebuka, lui, ne célébrait rien. Il marchait en silence aux côtés de son père. Il se cachait dans les villages reculés, dormait dans les maisons d'abandon, car la vérité, même libérée, ne protège pas du danger. Elle attire des ennemis nouveaux. Plus silencieux. Plus déterminés. À Lafia, un inconnu les aborda, un garçon d'une vingtaine d'années, les yeux brillants. « C'est toi, Ebuka, n'est-ce pas? Tu as changé ma vie. Tu nous as donné une voix. » Il leur offrit du riz, de l'eau, un toit. Mais à minuit, le garçon s'éclipsa par la fenêtre. Et 2 heures plus tard, une explosion fit trembler la maison. Obinna hurla. Ebuka fut projeté contre le mur. Ils s'échappèrent à moitié brûlés, à peine vivants. Le garçon? Un agent. Recruté par Phoenix. Un sacrifice déguisé en gratitude. Nena, la journaliste, n'avait plus répondu depuis 2 jours. Ebuka craignait le pire. Il envoya un contact vérifié. Le lendemain, il reçut une vidéo floue, tournée en secret. Une voiture carbonisée. Un collier familier parmi les débris. Une voix off, ils l'ont fait taire. Le message était pour toi. Ebuka serra les poings. Obinna détourna les yeux. Tu peux encore arrêter tout ça, dit-il. Tu peux disparaître. Tu as déjà dit ce que tu devais dire. Mais Ebuka ne répondait plus avec des mots. Il répondait avec sa volonté. À Aba, ils reçurent une invitation mystérieuse. Un homme souhaitait les rencontrer. Ancien ministre. Ancien mentor d'Obinna. Nom de code, le veilleur. Ils entrèrent dans un entrepôt désaffecté, surveillés, fouillés, amenés devant un homme aux cheveux blancs, dans un fauteuil roulant. Le veilleur leur sourit. Et il dit. Je suis fier de toi, Ebuka. Mais tu as détruit plus que tu ne crois. Il activa un écran. Vidéo en direct. Ada. Sa sœur. Ligotée. Elle n'a jamais su. Elle ne comprenait rien. Mais pour eux, elle est ton sang. Le veilleur posa 2 objets sur la table. Un téléphone satellite. Et un revolver. Appelle les médias. Annonce que tu as menti. Tout. Que ton père t'a manipulé. Que tu as été utilisé par des ennemis de l'État. Sinon. Il caressa le revolver. Nous transmettons la mort en direct. Obinna hurla. Il ment. Ebuka, il bluffe. Mais Ebuka le savait. Le regard d'Ada. Elle pleurait. Elle savait que c'était la fin. Ebuka prit le téléphone. Appela. Le monde entier écoutait. Je suis Ebuka Nwachukwu. Ce que j'ai dit était un montage. Mon père est innocent. Je regrette. Il coupa l'appel. Et regarda le veilleur droit dans les yeux. Tu as ce que tu veux. Maintenant, donne-la-moi. Le veilleur rit. Mais un garde s'approcha. Il hocha la tête. Relâchez la fille. Ada fut poussée hors de la pièce. Ebuka la prit dans ses bras. Elle sanglotait. Ils t'ont forcé à mentir? Non. J'ai choisi de les tromper. Mais tu as tout perdu? Pas toi. Ce soir-là, ils partirent à 3. Ebuka. Ada. Et Obinna. Mais dans le monde, l'impact était déjà visible. Des manifestants se sentaient trahis. Les radios se taisaient. Les ennemis se réorganisaient. Ebuka venait de mourir aux yeux du peuple. Mais au fond de lui, naissait un homme que rien ne pourrait briser. Il ne s'appelait plus Ebuka. Du moins, pas dans les rues, pas dans les murmures. On l'appelait le fils du mensonge. Le disparu. Celui qui a tout gâché. Depuis son retrait forcé, le pays s'était figé dans une torpeur glaciale.
Les médias avaient supprimé toutes ces traces. Les radios pirates avaient été réduites au silence. Phénix, redevenu invisible, avait repris son trône dans l'ombre. Et Ebuka. Ebuka ne parlait plus. Pas même à Ada. Pas même à son père. Il n'était plus en fuite. Il était en gestation. Il s'était réfugié dans les hauteurs de Mambilla Plateau. Là où les brumes avalent les routes. Là où l'on devient autre chose que ce que le monde veut. Pendant des semaines, Ebuka apprit à vivre autrement. À survivre. À penser sans le feu de la colère, mais avec la précision du silence. Il lisait les anciens carnets d'Obina, recopiait à la main des extraits de lois oubliées, retraçait la cartographie des réseaux dormants de Phénix. Un soir, alors qu'Ada dormait et qu'Obina regardait les étoiles, Ebuka murmura. « Il croit que je suis mort. » Obina le regarda sans répondre. « Alors je vais revenir. » Pas en tant qu'Ebuka. En tant que souvenir qu'on ne peut pas effacer. Dans un marché nocturne d'un village reculé, un homme attendait. Un ancien du réseau des archivistes. Il tendit à Ebuka une enveloppe scellée. Des gens t'écoutent encore. En silence. Ils attendent que tu fasses le premier geste. Dans l'enveloppe. Un micro-miniature. Une carte mémoire. Une liste de noms. Et un symbole gravé à la main, une flamme noire dans un cercle rouge. Le symbole d'un groupe dissidents nés des cendres du réseau Phénix. Des survivants. Des traîtres repentis. Des soldats sans guerre. Ebuka releva les yeux. Ils sont prêts? L'homme sourit. Ils n'ont jamais cessé de l'être. Le 1er mars, à Lagos, un écran géant explosa en plein discours ministériel. Pas une bombe. Une transmission. Une image. Un masque noir. Une voix déformée mais claire. Vous avez tué la vérité. Mais vous ne pouvez pas tuer la mémoire. Nous sommes partout. Et nous commençons aujourd'hui. Puis, le visage d'un homme. Obina, jeune, souriant, dans une archive d'avant sa disparition. Et une phrase. Un père ne meurt que quand son fils renonce. Le gouvernement paniqua. Phénix lança des raids. Des arrestations. Mais plus il frappait, plus le peuple se souvenait. Des pochoirs apparurent sur les murs de Lagos, Port Harcourt, Kano. Une flamme noire. Le nom, Ebuka est vivant. Le slogan, on ne trahit pas la vérité. Elle revient toujours. Mais dans l'ombre, un autre personnage refaisait surface. La mère. Elle n'avait pas fui. Elle s'était alliée. Et aujourd'hui, elle prenait la parole dans un journal télévisé national. Mon fils a été manipulé. Mon mari était un danger pour la stabilité du pays. Je l'ai protégé de lui-même. Et aujourd'hui, je le combattrai s'il ose revenir. Obina s'effondra en entendant ces mots. Ada pleura. Mais Ebuka? Il ne cligna même pas. Elle vient de se désigner. Maintenant, c'est elle le visage. Et un visage, peut-être démasqué. Ce soir-là, dans une station radio mobile, Ebuka regarda Ada appuyée sur le bouton rouge. Un signal s'alluma. La transmission commença. Et pour la première fois depuis sa chute, sa voix traversa à nouveau le pays. Je suis celui qu'on a fait taire. Mais je suis encore là. Et maintenant, je vous vois tous. Il faisait étonnamment clair pour une veille de tempête. Dans les rues de Lagos, rien ne bougeait, sauf les regards. Les regards collés aux écrans, aux téléphones, aux fenêtres. Tous attendaient un mot. Une image. Une preuve. Car à 18h, heure locale, le gouvernement devait présenter la vérité définitive sur le cas Ebuka Nwachukwu. Et à 18h10. Ebuka lui-même avait promis d'apparaître. À 16h43, il fut arrêté. Devant une école. Sans résistance. Ils le mirent à genoux, sous les flashs. Une caméra en direct. La présidente de la commission spéciale entra en scène. C'était sa propre mère. Drapée de bleu, froide comme un mur. Cet homme est un menteur. Ce garçon a été mon erreur.
Mais aujourd'hui, le pays le verra pour ce qu'il est, un fauteur de troubles, un traître, un outil du chaos. Ebuka ne disait rien. Mais ses yeux fixaient la caméra. Pas sa mère. Le peuple. Il fut jeté dans un auditorium. Un tribunal d'exception. Public. Télévisé. Des témoins défilèrent. Des documents falsifiés furent exposés. On rappela ses aveux forcés. On l'accusa d'avoir mis le pays en péril. Je ne suis pas ici pour me défendre, dit-il enfin. Je suis ici pour vous rappeler ce que vous avez oublié. Que la vérité ne se décide pas par décret. Elle se découvre. Et parfois, elle revient vous chercher. À 18h08, une alarme résonna. La salle s'éteignit. Un projecteur s'alluma. Sur le mur. Un enregistrement holographique. Voix reconnaissable. Visage net. La mère d'Ebuka. Nous devons le faire taire. Il est trop proche de la vérité. Même s'il est mon fils. Il est devenu un risque. Un silence glacial. Les juges se regardèrent. Les soldats reculèrent. Tout avait été piraté par Ada. Avec l'aide des survivants du réseau dissident. Le dossier entier s'afficha. Carte de compte offshore. Plan d'extermination de leaders étudiants. Ordre secret signé par la présidente elle-même. La liste noire, des enfants d'activistes marqués comme cible. Le peuple explosa. Des manifestations éclatèrent partout. Les drapeaux furent retournés. Des militaires changèrent de côté. Dans un couloir privé, elle tenta de fuir. Ebuka l'attendait. Pas armée. Mais debout. Tu es venu me tuer? Non. Alors pourquoi es-tu là? Pour te laisser faire ce que tu n'as jamais fait, dire la vérité toi-même. Il alluma sa caméra. Elle le regarda. Silence. Puis, pour la première fois depuis 30 ans, la femme s'effondra. Et par là. 3 mois plus tard. Le pays avait changé. Lentement. Douloureusement. Un nouveau gouvernement provisoire avait été instauré. Une commission de vérité nationale naissait. Les noms des oubliés étaient enfin reconnus. Obina, enfin libre, donnait des conférences dans les universités. Ada, activiste pacifique, organisait des écoles de justice citoyenne. Ebuka, lui, ne parlait presque plus. Il écrivait. Dans un petit bureau, près d'un orphelinat, il déposait chaque matin une lettre dans une boîte sans nom. Un jour, un enfant lui demanda. « Tu es vraiment Ebuka? Celui qui a changé le pays ?» Il sourit. « Non. Je suis juste quelqu'un qui s'est levé quand on lui disait de rester à genoux. » Il se leva. Marcha dans la lumière. Et derrière lui, un mur couvert de visages. Des martyrs. Des disparus. Des anciens ennemis. Et au centre, en noir et blanc, Ebuka, regard fixe. Merci d'avoir suivi cette puissante histoire jusqu'au bout. Si Ebuka Nwachukwu t'a ému, bouleversé ou même secoué l'âme, alors n'attends pas pour t'abonner à notre chaîne YouTube Histoires Incroyables YouTube. Et maintenant, à toi la parole. Que ferais-tu si tu étais à la place d'Ebuka? As-tu déjà vécu une trahison familiale? Crois-tu qu'un seul mot, une seule vérité peut changer un pays? Penses-tu que le pardon est possible, même après tout ça? Laisse un commentaire, dis-nous ce que tu ressens, ce que tu en penses. Tes mots pourraient être le début d'une nouvelle histoire que nous allons écrire ensemble. Et surtout, abonne-toi, active la cloche de notification, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'un héros peut naître dans les ruines. Chaque voix compte. Chaque histoire mérite d'être racontée. Merci de faire partie de notre voyage. On se retrouve très bientôt. Sur Histoires Incroyables YouTube. Abonne-toi maintenant.